Qui veut Alors, s'exprimer? Merci de manifester par une main. Ah, donc, voilà. d'abord, grand merci. C'est fascinant la quantité de références que vous avez intégrées dans votre présentation. Donc, grand merci. S'il y a des choses que vous pouvez partager, votre présentation, liste de références, liste de publications, enfin, je sais pas, je pense que je ne serai pas le seul intéressé par ça. Et puis, j'ai une question très simple. Donc, finalement, on comprend bien le problème et il est surtout lié à une augmentation du métabolisme sociétal, énergie et évidemment matière. Et donc, j'ai une question. Si la transition énergétique nous permet de réduire euh, le métabolisme énergétique, donc par exemple de diminuer de 30% la consommation énergétique mondiale, ça va forcément réduire la quantité d'extraction. Donc, ça va indirectement, une transition réussie, transition sociétale réussie, va réduire le métabolisme global. Et ça nous permettrait de nous focaliser ensuite sur les meilleures pratiques sociales et environnementales. Mais tant qu'on n'a pas diminué le métabolisme, c'est assez difficile d'agir, il me semble. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus, si vous avez travaillé là-dessus et si c'est le bon levier d'action. Alors, je vais commencer par répondre peut-être. Alors, nous-mêmes, on n'a pas travaillé sur ces questions-là. Par contre, ce qu'on a montré sur le lien énergie-métaux, c'est qu'actuellement, finalement, les procédés vers la transition énergétique, les options qu'on a dans la transition énergétique ne vont pas faire diminuer la demande en métaux. Au contraire, elles vont l'augmenter. Actuellement, le seul moyen de diminuer la demande en métaux, c'est de moins consommer d'énergie. Donc, c'est peut-être ça que vous entendez par métabolisme énergétique. Moi, c'est une notion que je trouve. Oui, 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 parce que forcément, si on se débarrasse des énergies fossiles, on va progressivement le remplacer par les énergies propres, mais ça va prendre du temps. Et donc, pendant plusieurs décennies, on devrait avoir moins d'énergie. Donc, Oui, mais en c'est fait, c'est ce effectivement qu'on ça que je... essaye. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que les énergies dites propres, en fait, elles ne sont pas propres si on intègre vraiment l'ensemble de Hmm. l'énergie. Elles sont propres quand on considère que pour produire 1 mégawatt, Oui, oui. on va libérer moins de CO2. Mais on ne regarde pas toute l'énergie grise qui a été Hmm. nécessaire avant pour construire en fait la structure qui va produire l'énergie. Et ça, Bah, pour l'instant, c'est très mal quantifié. et peut-être pour rebondir, en fait, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que effectivement, si on consomme moins d'énergie, on va forcément avoir un impact sur la production, la quantité de dispositifs pour produire cette énergie. Le problème, c'est que dans la plupart des pays qui ont mis en avant justement la sobriété, l'efficacité, etc., on a souvent ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire que chez les gens, si l'énergie est propre, et ben, on va en consommer plus en fait. On va peut-être faire moins. Donc en fait, le métabolisme global. Et puis le problème vient aussi du fait que parfois on se trompe peut-être un peu de cible. On consomme moins d'énergie, mais on ouvre de nouveaux marchés économiques. C'est ce qu'on appelle la croissance verte. Et du coup, on ouvre de nouveau des marchés de consommation. Donc c'est ce que vous dites est vrai. Mais on ne va pas vers une diminution de la consommation énergétique. D'autant plus que dans certains pays, et je m'arrêterai là, par exemple, moi je travaille beaucoup en Argentine. Pour les Argentins, la transition énergétique, elle inclut aussi justement de l'inclusion sociale, donner de l'énergie à des gens qui n'en ont pas. Parce que ça, on l'oublie souvent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'énergie. Donc si tout le monde avait de l'énergie, on consommerait encore plus. Merci beaucoup. Je vois que Monsieur Lucas Soldini a levé la main. Merci de votre question. Oui, bonjour, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui était avant moi, donc je ne veux Oui, pas. Madame Drey, absolument, ça ne s'affichait pas. Merci. Oui, merci. Donc, moi, je me posais la question, qu'est-ce que vous pensez des encouragements actuels, des financements qui sont donnés pour tout ce qu'on appelle la mine urbaine? Alors, Micheline, je crois que tu es mieux placée que nous pour le savoir, mais je pense que c'est important, justement, la mine urbaine et les questions de recyclage et finalement de gisements secondaires, c'est vraiment une question qui est importante.
Alors, nous, ce n'est pas des questions qu'on a regardées de près avec Marie, hein. On est plutôt sur les extractions primaires. Je sais que toi, tu t'intéresses plus à ces questions justement de ressources, de gisements dits secondaires ou des mines urbaines. Mais c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'en sais, c'est à mon avis un point important, mais il y a aussi besoin de beaucoup d'énergie et de problèmes, de défis, en tout cas technologiques à relever pour justement pouvoir vraiment dissocier les différents composés, les différents métaux, et notamment les métaux rares et les métaux critiques. Mais là, je pense que c'est important effectivement d'investir dans cette voie-là, malgré tout, parce que même s'il y a aussi des impacts, enfin les traitements, on va dire, de séparation des métaux, c'est aussi des choses qui peuvent être impactantes, mais ça le sera toujours moins que d'aller exploiter enfin ça devrait en tout cas l'être moins a priori que d'exploiter les matières premières. Oui, oui, merci. Monsieur Soldini. Oui. Alors tout d'abord, merci pour la présentation. C'était, j'ai trouvé très intéressant. Et, ensuite, ma question, elle est peut-être un peu générale, mais bien que sur un sujet spécifique. Donc, je m'excuse si vous n'avez pas forcément beaucoup de travaillé sur le sujet. Mais je me demandais dans le cas de la colline du Mormant, vu que c'est régional et un peu local, genre si vous aviez quelques commentaires spécifiques sur le sujet ou commentaires pertinents, je ne sais pas. Voilà. Alors peut-être, vous voyez de quoi il s'agit? Ouais, alors, ok, pardon, alors désolé si c'est pas… ouais, c'est… en fait, moi-même, je ne connais pas grand-chose sur le sujet. Et c'était juste que vu qu'on n'a pas souvent des experts sur l'exploitation minière, je me disais que c'était peut-être une opportunité. Mais c'est un projet d'exploitation qui est en cours depuis longtemps et qui est en voie de prolongation et d'extension dans la région de la Sarre et qui est dans le canton de Vaud. Mais du coup, si vous ne connaissez pas le sujet, ce n'est pas grave. Oh, désolée, on le connaît. Moi, je ne le connais pas, Marie, je ne sais pas. Non plus. Désolée. Ok, bon, pas de souci. Merci quand même. C'était tout de même très intéressant, la conférence. Alors, si je remonte un petit peu, alors les personnes qui aimeraient encore se manifester se manifestent avec une main. Et dans cette attente, j'ai vu quelques questions, notamment une, quid de l'uranium? La personne évoque qu'au fond, ce type de production d'énergie qui conduit à l'énergie nucléaire serait moins gourmand en ressources minérales. Oui, c'est une réalité, hein. Pour faire de l'énergie nucléaire, il faut du béton surtout pour construire des centrales et de l'acier et évidemment un peu de métaux pour l'électronique des centrales. Mais après, le seul métal dont on ait réellement besoin, c'est l'uranium. Ouais. Le problème de l'énergie nucléaire, on le connaît tous, c'est le risque d'accident majeur. Et après, voilà, c'est savoir est-ce que actuellement les sociétés ne semblent, les populations en tout cas ne semblent pas vouloir prendre ce risque, nos dirigeants un peu plus, mais en termes en tout cas de bilan de ressources minérales, le fait est que c'est moins consommateur en métaux que d'autres types d'énergie. En métaux, par contre, il faut évidemment de l'uranium. Ouais, et beaucoup de béton. Et beaucoup de béton. Ce qui a l'air, le béton, finalement, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, ça a des impacts qui sont aussi, voire plus, parce qu'on en consomme beaucoup, beaucoup plus. Après, je suis d'accord avec Magali sur le nucléaire. Le débat, il ne se fait pas sur les ressources, qu'on exploite. Il se fait sur d'autres champs. Il y a une question aussi sur le côté éventuellement énergivore du phytomining que vous avez évoqué. Donc, au fond… Excuse-moi, voilà. Anne-Christine, juste pour finir sur cette question, parce que du coup, il y a eu des réactions par la suite. On me demande par rapport à la gestion de ces déchets également. Et également par rapport à qu'en est-il des réserves de sable et autres pour préparer du ciment. Donc, dans un premier temps, peut-être qu'on peut aborder cette question sur la préparation du ciment. Qu'en est-il de l'exploitation de ce type de mine? Et ensuite, comment gérer finalement ces déchets et démantèlement de ces centrales nucléaires? Alors, sur le ciment et les gravières, les granulats de manière générale, on commence à entendre parler actuellement de l'impact environnemental de certaines grandes sources de béton et de gravier. En termes…
Magali, L'impact, oui. pour ça, c'est les gens que ça intéresse. Il y a un livre qui est sorti cette année, ou en fin de l'année dernière, de Jean-Paul Bravard sur les sédiments de rivière, justement, qui explique aussi que toutes ces exploitations de sable, ça a d'autres impacts environnementaux, notamment la déstabilisation des deltas, le changement de morphologie fluviale. Du coup, ça élimine un certain nombre d'habitats. Donc, il y a aussi des conséquences en cascade, en fait, sur ça. Oui, c'est d'autres enjeux, en fait. Il y a d'autres enjeux, effectivement. Et quand c'est exploité sur les côtes, il y a des problèmes après d'érosion côtière aussi. Enfin, c'est d'autres problèmes. Il n'y a jamais une exploitation qui est sans impact, de toute manière. Ça, c'est évident. Après, c'est une décision, c'est des choix de société de savoir quel compromis on est prêt à faire en tant que société. Et du coup, Sur le coup des démantèlements des centrales nucléaires, ça, c'est un vrai problème, et d'autant plus que c'est quelque chose qui est très mal évalué. Et l'expérience actuelle montre que c'est souvent des coûts qui sont très, très sous-estimés. Mais là, on n'est pas des spécialistes de cette question-là, pour être honnête. D'accord, très Non, bien. mais par contre, juste pour compléter, la gestion des déchets, aujourd'hui en France, on l'a fait beaucoup en misant sur les couches profondes géologiques. Et on se rend compte qu'en fait, on a des conflits qui sont à peu près similaires quand on veut sortir des choses de la Terre et quand on veut en mettre dans la Terre. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez accès directement aussi à la discussion. Donc, quelque chose qui est toujours dans ce sens-là, et c'était aussi du coup la question qui me venait à l'esprit, c'est donc du coup, selon vous, si on pouvait comparer ces différents types d'énergie, quelle est la plus durable entre celles qui existent déjà? La grande question. On va faire la réponse de Normand, c'est celle qu'on ne consomme pas. En fait, il y a beaucoup de réflexions qui se font aussi sur le type d'énergie pour avoir une énergie qui est assez efficace. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais je sais qu'en France, on a beaucoup misé sur, par exemple, un exemple tout bête, le chauffage électrique, parce que la production principale est nucléaire et que pour le coup, on peut gérer cette demande-là. De plus en plus, on en est à essayer de retrouver, de ne pas transformer de la chaleur en électricité pour la retransformer en chaleur, par exemple. C'est surtout dans ces choses-là, en fait, qu'on va sans doute réussir à gagner pas mal de choses. Après, il y a aussi des énergies qui sont très, très prometteuses, qui sont des défis techniques extrêmement importants. Moi, je pense à l'énergie des marées, par exemple. Donc il y a encore quelques énergies dans le portefeuille, mais qui poseront d'autres questions. Ils peuvent poser des questions de stockage, par exemple, j'imagine. Oui, mais c'est déjà le cas en fait. Le stockage, on a déjà, c'est déjà un des principales problématiques des énergies renouvelables. Avec les éoliennes et tout ça, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Alors, suite à ça, moi, je remonte aussi également à une question qui m'avait été posée pendant votre présentation, mais auquel j'avais une idée, mais je n'avais pas forcément la réponse. C'est sur une de vos cartes, vous montriez donc, la contamination continue entre deux sites. Et sa question était donc la suivante. Quel est l'impact des rejets de mines versus celui de l'occurrence naturelle des métaux au niveau de leur environnement? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, attendez, j'essaye de retrouver la diapo. C'est cette diapo-là, la figure de gauche, c'est de droite? Alors, les figures arrivent tranquillement. Je ne sais pas sur quelle diapo tu es actuellement. La 39. Alors oui, là, je suis sur la 39. Alors, je ne sais pas si Julien Leuthold peut se manifester, si jamais. C'était effectivement cette diapo-là qui avait généré un petit peu de discussion entre nous deux. Mais après, la question ayant été assez généralisée, vous pouvez utiliser n'importe quel slide pour y répondre. Ouais. Donc, en fait, là, c'est des travaux en cours, pour être honnête. C'est une thèse en cours que je co-encadre. Donc là, on est sur un site minier dans les Alpes et vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. Donc, en gris, ici, vous avez les déchets métallurgiques, donc les scories de pyrométallurgie avec les hauts fourneaux qui étaient situés ici. Donc là, il y a les déchets miniers, les roches peu riches en métaux.
Et ici, vous aviez une laverie où également on triait le métaux, où on broyait, qu'on cassait les métaux. Et donc, on voit très nettement que les sols sont les plus contaminés dans ces zones-là et entre ces deux sites-là. Et quand on s'éloigne, on voit qu'on a plutôt des points bleus. Et les points bleus, ça va être en gros nos sols de référence qui, eux, contiennent très peu de métaux. C'est ceux qui sont les moins contaminés. Donc, on voit ici, alors, la minéralisation, les entrées de galeries sont indiquées avec les triangles bleus, ici. Donc, on voit qu'on est vraiment en aval. Et bon, compte tenu de la topographie du lieu, le sol lui-même ne devait pas être particulièrement contaminé. Mais par contre, la question elle est très intéressante parce que, comme je vous l'ai dit, pour trouver une minéralisation, on cherche des anomalies chimiques naturelles. Ça veut dire que sur un site minier, les sols sont naturellement riches en métaux. Le fait d'extraire les métaux, de les avoir à l'air libre, vont favoriser leur altération et vont favoriser la dispersion des métaux dans l'environnement. Ça va accentuer une contamination déjà naturelle. Mais de fait, là où il y a une mine, les sols sont généralement naturellement contaminés. Le problème, c'est que sur la plupart des mines actuelles, on n'a aucune idée de quel était le degré de contamination naturelle. Donc, quand on veut réhabiliter un site minier, en fait, ça n'a aucun sens de se dire on va enlever tous les métaux du site parce que naturellement, les roches sont généralement déjà riches en métaux. Par contre, il faut limiter leur propagation dans l'environnement et faire en sorte que les métaux qu'on a sortis, que l'homme a sortis, ne contribuent pas à accentuer des contaminations déjà naturelles. Mais c'est un point important. Merci pour la question. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors ici, ah oui, il n'y a pas l'échelle, mais vous voyez les terrains de tennis. Donc en fait, sur cette figure, entre la rivière qui est située au nord et le site minier, vous avez un peu plus de 500 mètres, quoi, à peu près 500 mètres. Là, on est à petite échelle, à toute petite échelle. Mais c'est une vieille mine qui est assez petite par rapport aux mines actuelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais envie, moi, de relayer un chat qui concerne la gouvernance, qui correspond aussi à une de mes questions. Au fond, mais Monsieur Blanc, vous pouvez aussi intervenir. Hein, je ne vais pas vous griller la parole. Je peux le dire en quelques mots. Voilà, je vous laisse alors. Tout à fait. Donc, en fait, c'est sur la question de la gouvernance, parce que, bon, bien sûr, l'idée en soi est bien, mais vous l'avez bien évoqué, dans certains pays comme le Congo, la situation est dramatique, et en particulier liée à cette richesse minière. Je citais aussi l'exemple de l'Inde, où toute la région où on trouve les minerais, c'est la Tribal Belt, où il y a des populations indigènes fortement exploitées, historiquement en lien aussi avec ces richesses, et où il y a la guérilla d'extrême gauche. Et puis, je faisais référence aussi aux émissions qu'il y a eu sur Arte, enfin, sur d'autres chaînes, peut-être Greenblood, qui est ce collectif de journalistes qui a documenté un certain nombre de situations graves vis-à-vis des droits de l'homme liées au sable, à des différents minerais. Donc, voilà. Donc, ça aussi, il faut savoir que les minerais que l'on consomme, enfin, ou les produits que l'on consomme, les minerais proviennent de régions où la situation est dramatique. Alors, effectivement, vous avez raison, d'autant plus que, et vous le dites dans votre question, c'est aussi, c'est un petit peu ce que j'essayais de dire en toute introduction, en fait, c'est qu'on reproduit des schémas de domination, en fait, et que c'est d'autant plus dramatique que ces populations-là ont des relations à l'environnement qui sont très différentes des nôtres et c'est leur ressource vitale. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils n'ont pas accès à un environnement sain, ils peuvent assez simplement pas manger. Donc effectivement, c'est des situations qui sont dramatiques et qui sont dénoncées depuis longtemps, mais les rapports de pouvoir sont assez inégaux.
Alors, moi, j'aurais envie d'enchaîner avec une question qui met un peu en cause le dogme de la souveraineté sur les ressources qui a quand même été affirmé dans tous les textes internationaux jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il y a donc des prémices que sur le plan international, on s'attelle à ce problème comme on a une convention sur la biodiversité qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle existe? Moi, je n'ai pas connaissance de ça, Marie, je ne sais pas, mais effectivement, ça serait indispensable parce que autant il y a certains pays, mais qui sont donc des pays où il y a des exploitations minières depuis très longtemps et qui sont parmi les pays où justement il n'y a pas de corruption et où il y a un gouvernement et une gouvernance, une politique qui est stable, où justement on a pris en compte par les conflits passés, hein, soyons très clairs, il y a désormais des politiques menées de meilleure intégration, notamment des populations autochtones, je pense évidemment au Canada et en particulier au Québec, où il y a beaucoup de travaux qui ont été menés dans ce cadre-là. Mais évidemment, les mêmes compagnies minières qui vont être un peu plus vertueuses dans ces pays où il y a des fortes contraintes, quand elles vont aller exploiter dans d'autres pays, elles ne vont pas aller exploiter du tout de la même manière, quoi. Elles ne vont pas agir de la même manière. Il y a aussi peut-être deux échelles de l'exploitation. On avait prévu d'en parler, mais on s'est dit que si on se lançait là-dedans, on en aurait pour la nuit. Il y a aussi peut-être deux échelles d'exploitation parce que les exploitations qui sont menées par les grandes compagnies internationales, alors il y a la problématique que vient d'évoquer Magali où ils ne se comportent pas partout de la même manière, mais souvent les effets environnementaux, alors, pas trop sociaux, mais les effets environnementaux sont mieux encadrés que dans toutes les mines artisanales, en fait, où là, pour le coup, il n'y a rien qui encadre. Je pense que aussi, à l'échelle mondiale, ce serait indispensable, mais en même temps, territorialement, c'est très compliqué parce qu'on a beau avoir beaucoup de conflits, finalement, les différents États, c'est un petit peu la course à celui qui attirera l'investissement minier. Donc, c'est aussi au niveau des politiques où des fois, on déploie des tapis rouges à des entreprises pour capter cette rente. Et donc, on leur donne des conditions d'exploitation qui leur conviennent pour que l'exploitation, elle ne se fasse pas de l'autre côté de la frontière. Donc, il y a cette problématique d'essayer de capter cette rente minière. Et puis, dans les mines artisanales, il y a aussi énormément de corruption et de petits groupuscules, en fait. Ça se voit très, très bien en Colombie qui vont s'approprier, en fait, cette rente minière. Oui, je pense que c'est un aspect. L'autre aspect que je vois, parce qu'au niveau national, on a quelques réflexions à ce sujet. Eh bien, au niveau national, lorsque une matière n'est pas renouvelable, elle doit être réfléchie à l'échelon national et pas seulement local. Et donc, c'est au fond une planification qui doit pouvoir dire où éventuellement on peut continuer à extraire ou pas. Donc là, moi, il me semble que comme vous avez au fond sous-tendu votre discours par la question du besoin, la question du besoin, c'est effectivement d'abord ne pas consommer, mais un besoin incompressible subsiste et ce besoin incompressible, d'après ce que vous dites, lui-même, il risque de ne pas pouvoir être satisfait avec l'ensemble des demandes. Et donc, une planification paraîtrait s'imposer. Puis là, je pense qu'on en est loin, au fond, de pouvoir considérer qu'à tel lieu, oui, on peut continuer d'exploiter, tel autre pas. Là, j'imagine que ça, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Pas tellement. Il y a une question qui répond aussi potentiellement à votre question. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a un potentiel minier dans notre région et ça fait aussi partie d'une des réponses possibles au problème. Le local, oui. Voilà, c'est qu'en gros, si on exploite en local ce qu'on a de disponible aussi, on crée plus de circuits courts. Du coup, on est moins soumis à cet aléa du marché. Mais tout ça, en fait, c'est aussi beaucoup lié à des politiques. C'est lié aux politiques et c'est lié aussi, ce que Marie disait, dans la typologie des territoires. La France, la Suisse, la plupart des pays européens ont tous été des territoires miniers, mais il y en a beaucoup qui ne le sont plus
en tout cas en ce qui concerne les productions de métaux. Notamment, si je prends l'exemple de la France, évidemment qu'on connaît bien, dans les Alpes du Nord, et c'est la même chose en Suisse, des petites mines métalliques, en fait, il y en a partout, quoi. Il y en a réellement partout, qui ont été de plus ou moins grande importance. Par exemple, à La Plagne, il y a eu quand même la 3e plus importante mine de plomb-argent de France, qui a fermé il y a seulement une 40aine d'années. Mais plus personne ne le sait. Quand on pense à La Plagne, on pense surtout au ski, désormais, et plus du tout à la mine. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, la contestation serait énorme. On a déjà vu en France les contestations contre les projets juste d'exploration, alors que l'exploration, on est très loin, très très loin d'un projet minier quand on fait de l'exploration. Et Variscan Mine a eu ses bureaux à Orléans qui ont été plastiqués. C'est allé jusque-là. Donc, vous imaginez ouvrir une mine en France. En tout cas, aujourd'hui, ça me semble inconcevable. Alors, peut-être qu'ensuite, vous n'avez pas le sang aussi chaud que les Français, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur les territoires où il n'y a plus de mines depuis longtemps, c'est quasiment impossible. Là, en France, en tout cas métropolitaine, ouais. Actuellement, sur le territoire français, les seules mines sont les mines d'or en Guyane et les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. Alors, la réflexion se fait un peu sur les gisements de lithium, parce qu'on se rend compte sur les gisements de lithium qu'on a aussi une sécurité d'approvisionnement qui n'est pas forcément garantie. Et donc, à l'échelle de l'Union européenne, on commence à se reposer la question de comment on va exploiter le lithium au sein de l'Europe. Mais c'est assez… alors, en tant que géographe, ça nous fait un peu sourire. On retrouve à l'échelle de l'Europe la reproduction de ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est que les mines, on va les placer où? On va les placer sur la périphérie européenne, on va les placer en Pologne, on va les placer au Portugal. Donc, on retrouve en fait ces effets de domination aussi à l'intérieur même de l'Union européenne. Oui, je crois que par rapport à l'énergie, où effectivement on vise l'autosuffisance, la diversification des sources, là on est loin. Alors c'est vraiment extrêmement intéressant de ce point de vue-là de conscientiser sur cette question, absolument. Mais il y a un point qui était intéressant par rapport aux remarques qui ont été faites là, et si vous vous rappelez le premier des sondages qu'on vous a proposé au début de la présentation, dans les sondages, il y avait une énorme majorité, vous étiez à plus de 75% à être contre un projet d'exploration minière à côté de chez vous, mais à être, donc il y en avait une 50aine de pourcents qui étaient contre un projet d'exploitation minière. Donc, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que globalement, déjà nous, en tant qu'individus, enfin nous, les sociétés européennes, en tout cas françaises et suisses, on se positionne d'emblée contre un projet d'exploration ou contre un projet minier, mais du coup, on utilise de la ressource, on consomme des métaux autrement qui sont produits du coup ailleurs. Donc, quelque part, comme disait Marie, on reproduit ce schéma un peu de néocolonialisme, de relations nord-sud, puisque nous-mêmes, on n'est pas prêt à accepter finalement, pas totalement prêt à accepter d'avoir un circuit plus court. Est-ce que par rapport à ça, Magali, tu as un avis, une vision par rapport à l'Allemagne avec ses mines de charbon? Est-ce que tu connais leur mentalité? Pourquoi ça fonctionne là-bas? On sait aussi qu'il y a de plus en plus de revendications pour fermer l'intégralité de ces mines. Donc, alors en fait, les mines de charbon en Allemagne, déjà, contrairement aux exploitations françaises, il y en a toujours eu, il y en a encore, et il n'y a pas eu d'arrêt des exploitations minières, et notamment du charbon en Allemagne. Du coup, on n'est pas sur un territoire on est sur un territoire qui est toujours minier, où il y a toujours une connaissance de ce qu'est la mine, avec toujours évidemment des retombées économiques. Donc, globalement, l'acceptabilité est un peu la meilleure. Et ce n'est pas pour rien qu'après l'accident nucléaire de Fukushima, ils ont relancé des centrales à charbon. Donc, ils ont même réouvert des mines. Alors, peut-être que maintenant, il y a aussi des consciences un peu plus environnementales qui reviennent un peu dessus. Mais depuis une dizaine d'années, en fait, on entend parler du charbon vert.
qui est une réelle aberration de parler du charbon vert, quoi. Enfin, le charbon, on brûle du carbone, donc on produit du CO2 dans tous les cas. Est-ce que le recyclage pourrait être intensifié? Et puis, est-ce que lui-même, il est énergivore au fond? Alors, être intensifié, bien sûr. Alors, je ne sais pas si Micheline est encore par là, elle pourrait répondre peut-être mieux que nous, mais le problème j'ai oublié de le préciser, j'ai essayé d'accélérer sur le temps, mais le problème du recyclage, c'est qu'il est effectivement énergivore. On a besoin d'énergie pour recycler. On a besoin aussi de produits chimiques pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des collègues qui travaillent sur des procédés un peu plus propres de séparation des métaux dans le cadre du recyclage. Mais le réel problème, c'est que pour l'instant, en fait, soit pour certains métaux, on n'a pas encore les technologies. Donc, c'est de la recherche et du développement pour mettre au point des technologies de séparation des métaux, voire en fait, on connaît les technologies, mais elles ne sont pas rentables. Et la question de la rentabilité, c'est évidemment ce qui conduit les investisseurs et les industriels. Et donc, s'il est plus rentable d'aller extraire la matière première que d'avoir une mine urbaine, pour certains métaux, eh bien, on ira exploiter la matière première. Tant qu'il n'y a pas une incitation et des politiques fortes pour favoriser le recyclage de certains métaux, eh bien, en fait, des technologies qui sont déjà existantes ne seront pas utilisées parce que non rentables. Alors, il y a une question, Marie, qui concerne la consommation d'eau. Ça, c'est des choses que Marie regarde de près. Effectivement, on n'en a pas trop parlé, mais dans les mines, on consomme beaucoup d'eau, que ça soit au niveau des traitements des minerais, de la séparation des minerais, que ça soit également dans les milieux désertiques, on n'y pense pas pour limiter les émanations de poussière où on va arroser les routes et les camions. Donc ça, c'est un réel enjeu, notamment dans les pays désertiques ou semi-désertiques. Et je vais laisser la parole à Marie. Oui, je pense que tu as fait bien le tour. Après, la consommation d'eau dans l'extraction des minerais, globalement, je connais bien les mines chiliennes. En fait, c'est un peu les seules mines sur lesquelles je me suis intéressée à cette question. C'est vrai qu'on consomme en quantité d'eau consommée, quantité absolue, on consomme beaucoup d'eau. Cela dit, il faut aussi penser que dans ces mines, il y a énormément de recyclage de l'eau qui se met en place. Et en fait, il y a beaucoup de conflits autour de cette question d'eau, notamment avec les agriculteurs qui revendiquent en fait d'autres droits sur l'eau. Et les mines, c'est souvent pas les plus gros acteurs en fait consommateurs d'eau, c'est souvent l'agriculture qui consomme vraiment beaucoup plus d'eau. Sauf que c'est de la concurrence entre des activités. Donc ça consomme en termes absolus beaucoup d'eau, mais en termes relatifs par rapport à ce qui se consomme par ailleurs, c'est pas si énorme, quoi. Alors, par rapport à la question sur le phytomining et le côté énergivore du phytomining, en fait, non, le phytomining va être bien moins énergivore que l'extraction des matières premières. Parce que, en fait, tout le procédé extractif, c'est de l'agriculture. Donc, il n'y a pas besoin ni d'énergie, ni de technologie compliquée pour aller, en fait, faucher un champ, quoi. Et dans les procédés de traitement, alors je ne me rappelle pas exactement, il faudrait aller voir les références citées, mais globalement, les procédés de traitement ne vont pas être plus complexes, elles seront même moins de mémoire que les procédés de traitement métallurgique actuels. Certains évoquent le problème de l'eau pour alimenter les formes de culture, j'imagine. En fait, c'est déjà souvent des régions qui peuvent être cultivées naturellement. Alors, quand on est, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on est en milieu tropical, il pleut pas mal. Donc, il n'y a pas besoin d'arrosage supplémentaire. Sur les terrains d'études où ça a été mené de manière pionnière, notamment en Albanie, c'est pareil, on est dans un milieu où il pleut quand même pas mal. Donc là, il n'y a pas besoin d'amener de l'eau supplémentaire, en fait. Et c'est une forme, ça permet aussi, en tout cas en Albanie,
aux paysans de maintenir une activité sur des sols qui sont naturellement contaminés. Oui, qui sont contaminés, ouais, c'est ça. Donc, si on essaie de conclure gentiment pour cette présentation, on pourrait dire que le phytomining semble être la solution de demain pour la réexploitation, on va dire, des déchets miniers qui peuvent être causés par les plus grosses mines actuelles. Alors, je pense que ça ne peut pas être que ça, hein, mais en Non, tout cas, ça peut être une piste pour de nouvelles. Non, ouais, tout à fait. On pourrait en tout cas diversifier les sources d'utilisation et pouvoir avoir de multiples intérêts. Mais en tout cas, là, on serait dans une notion de cycle, en tout cas. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais, vraiment. C'est pour ça que j'étais vraiment conquis par cette présentation, vraiment, parce qu'on a vraiment pu voir l'ensemble des aspects et également des aspects qu'on semblait connaître depuis bien longtemps et en fait qu'il y a d'autres impacts ou d'autres problématiques qui se cachent derrière. Donc, je vous remercie pour cette présentation, Magali et Marie. J'ai appris énormément de choses et je pense que l'ensemble des participants aussi. Je voulais donc remercier au nom de la commission tous les participants et participantes pour d'avoir été là, d'avoir animé également le débat durant cette deuxième partie. Donc remercier également le laboratoire Editem et puis donner rendez-vous au plus grand nombre la semaine prochaine avec Florian Charvelin qui animera en fait la seconde conférence du séminaire interfacultaire en environnement